Bonsoir, nouvelle édition du 7-8 journal sur TV 78, l'essentiel de l'information locale en ce lundi 23 septembre. Voici les principaux titres. L'examen du projet de loi sur l'économie circulaire en examen au Sénat dès demain. La sénatrice Les Républicains des Yvelines, Martha de Cidrac, en est le rapporteur. Elle est l'invitée de cette édition. Elle nous dira pourquoi elle se montre critique envers ce texte dont l'enjeu est de limiter le gaspillage. Le Premier ministre présent lors des journées parlementaires du groupe Modem à l'Assemblée. L'événement se déroulait dans les Yvelines en fin de semaine dernière. Principal enjeu, resserrer les liens avec La République En Marche. Et puis le bilan des journées du patrimoine. Nous irons à Elancourt, Versailles, mais aussi en Vallée de Chevreuse pour revivre les principaux rendez-vous du week-end. Tout d'abord, une photo. Elle s'appelle Janice, âgée de 30 ans. Elle a été poignardée à mort par son mari lors d'une dispute survenue à Maisons-Laffitte. Sa fille de 18 mois a été placée dans une structure de l'aide sociale à l'enfance. Quant à l'auteur des faits, il est incarcéré à Fresnes depuis hier. S'il est passé aux aveux, il n'a en revanche donné aucune explication aux enquêteurs. Le décès de Janice porte à 4 le nombre de féminicides dans les Yvelines depuis le début de l'année. Et justement, le collectif Nous Toutes annonce 2 réunions dans le département, le 27 septembre à Poissy et le 10 octobre à Trappes, afin de préparé à la grande marche contre les violences faites aux femmes à Paris le 23 novembre prochain. Réparer, recycler, surtout ne plus jeter, l'économie circulaire, objet de toutes les attentions avec un projet de loi qui sera examiné en séance plénière au Sénat à partir de demain, mardi 24 septembre. Martha de Cidrac, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue en plateau. Sénatrice Les Républicains des Yvelines, vous êtes le rapporteur de ce texte. Et je vais débuter par quelques mots de la secrétaire d'État à l'écologie, Brune Poirson. Il nous appartient d'inventer de nouveaux modes de consommation, d'alimentation, de production afin de lutter contre les lobbies qui souhaitent continuer à nous tirer en arrière pour que nous restions au XXe siècle. Est-ce que le texte présenté au Sénat est aussi ambitieux qu'il le semble ? Alors écoutez, on partage les objectifs de Madame la secrétaire d'État, mais je crois que nous n'y sommes pas avec le texte qui nous a été présenté en examen. Beaucoup de déception de ma part, de la part de mes collègues de la Commission Aménagement du Territoire et Développement Durable. On espérait véritablement un nouveau souffle pour l'environnement, pour nos territoires, pour nos concitoyens. On a entendu tous les appels que nous avons tous partagés, mais hélas, vraiment, je le dis parce que je le pense, les objectifs, nous les partageons. En revanche, je pense que les moyens qui sont proposés à travers ce texte initial n'y sont pas. On va rentrer un peu plus en détail sur ce texte. Le Sénat qui émet des réserves lors des premières lectures qui ont déjà eu lieu sur la question de la consigne notamment. Consigner le plastique, vous êtes contre ? Pourquoi ? Alors, la consigne, non. La consigne est quelque chose et un dispositif qui peut être très intéressant, mais encore faut-il l'employer à bon escient. Donc, lorsque l'on interroge nos concitoyens, on voit bien que dans l'opinion publique, la consigne qui est plébiscitée, c'est celle du réemploi, et c'est celle que j'ai introduite au niveau du texte, justement, puisque consigne pour le réemploi, oui. Consigne pour recyclage, non. Et là, je pense que je vous dois quelques explications, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en réalité, le sujet, la question qui se pose à nous, c'est la collecte des plastiques dans leur ensemble. On le sait bien, l'opinion publique est très sensible à cela, et nous aussi. Et je pense que c'est cette collecte-là, des plastiques dans leur ensemble, qui doit être améliorée. Et c'est le sens des propositions que je fais dans le cadre de ce texte. Ce qu'il manque à ce texte aussi, peut-être, selon vous, c'est la réduction à la source de la production aussi des déchets, la lutte contre le suremballage, par exemple, la pollution au plastique ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire. Tout ça n'apparaît pas dans le texte ? Tout cela n'apparaissait pas dans le texte initial. Donc nous l'avons amendé avec mes collègues de la Commission. Nous allons en débattre dès demain en séance publique et nous allons, nous l'espérons en tout cas, trouver un consensus. Je ne suis pas du tout désespérée, je suis très sereine parce que je pense que l'objectif est là, nous le partageons tous collectivement et j'espère que le gouvernement nous suivra puisque nous allons un peu plus loin en matière environnementale avec notre texte aujourd'hui bouclé. Ça veut dire qu'il faut des sanctions par exemple sur les fabricants ? On parle de suremballage. Oui, en réalité, nous proposons une trajectoire quinquennale en fait, à l'ensemble des producteurs de plastique, de manière à ce que nous puissions avoir des moments de revoyure et qu'on puisse contrôler véritablement cette production. Et puis surtout, ce qui nous importe énormément, c'est qu'au niveau de la collecte, qui aujourd'hui se fait très bien dans nos bacs, les Français aujourd'hui ont complètement assimilé le geste de tri chez eux. En revanche, il y a un geste qu'il faudrait que nous améliorons, c'est le
le sens de la proposition, c'est celui qui est hors foyer. Vous voyez la petite bouteille plastique nomade que nous avons tous dans nos sacs à main, la petite barquette de la salade qu'on a achetée chez le boulanger et une fois utilisée, on la jette dans la poubelle quand on est civique, mais parfois elle finit dans le caniveau, donc c'est un petit peu dommage. Donc l'idée véritablement, c'est que l'on puisse collecter l'ensemble de tous ces plastiques et que l'on puisse en même temps à la fois avoir un geste éco-citoyen, éco-geste, qui ne soit pas monétarisé, puisque dans la consigne, il y a quand même ce message qui, moi, me déplaît un tout petit peu, je ne vous le cache pas, c'est de dire, en réalité, le plastique clair, celui de votre bouteille, a une valeur, donc celui-ci, on va faire très attention de bien le collecter pour pouvoir bien le récupérer. Et le reste des emballages en plastique, au fond, rien n'est fait pour. Voilà. Vous l'avez évoqué brièvement, mais ces déchets sauvages, finalement, que l'on peut jeter si on ne fait pas preuve d'esprit civique, c'est même à un échelon supplémentaire quelquefois, lorsqu'on voit des entreprises ou des particuliers qui se débarrassent de leurs déchets. C'est une plaie pour les élus locaux, et ça peut se terminer quelquefois en drame. On peut garder en mémoire le décès du maire de Signes cet été, qui s'est opposé justement à des déchets sauvages, et puis l'administré l'a renversé en camion, et il est décédé, le maire de Signes. J'imagine que vous aviez ça à l'esprit aussi lorsque vous avez examiné le texte, de protéger aussi les élus et de pouvoir agir contre les décharges sauvages et toutes ces actions. Parfaitement, vous l'avez parfaitement décrit. Nous avons ce souci justement de tous ces déchets sauvages qui, pour beaucoup aussi, dans lesquels on retrouve ces petites bouteilles plastiques. Quand je dis bouteilles plastiques, parce qu'effectivement, la consigne telle qu'elle est décrite par le gouvernement est focalisée dessus, mais tout ce qui est plastique, en fait, d'usage, et aussi souvent des déchets issus de la filière bâtiment. Vous savez qu'il y a un grand volet aussi dans ce texte autour de la filière du bâtiment, responsabilité élargie du producteur ou pas. Donc nous, dans notre proposition, c'est de dire on n'impose rien, responsabilité élargie du producteur ou système équivalent. On laisse la filière s'organiser. Ce que l'on veut, nous, en revanche, ce que l'on a imposé dans le texte que je propose, ce sont en réalité des résultats. Donc nous souhaitons des résultats que l'on espère obtenir à travers en fait une exigence de maillage, une exigence aussi d'amplitude horaire. Le secteur du bâtiment n'a pas forcément la même amplitude horaire qu'un secteur tertiaire. Nous souhaitons également aussi qu'il y ait une traçabilité de tous les matériaux du bâtiment. Et puis évidemment, vous savez, vous l'avez sans doute beaucoup entendu également dans différentes propositions, qu'il puisse y avoir un certificat pour que tout maître d'ouvrage sache, lorsqu'il fait commande de travaux, où vont les déchets de son bâtiment. Ça nous semble indispensable. Donc ça, nous l'avons mis en dur dans le texte. Nous l'avons sorti de ce qui devait passer par habilitation et ordonnance, parce qu'on estime que ce sont des sujets pour lesquels, au détour du drame de Signes, mais qui est quelque chose que nos élus locaux vivent au quotidien sur les territoires. Ce texte concernant l'économie circulaire est très vaste et vous allez l'amender au maximum, on l'a bien compris, lors des prochaines séances au Sénat. Des entreprises dans les Yvelines, en tout cas, se sont déjà engagées dans cette économie circulaire. C'est le cas dans les Yvelines, je vous le disais, avec cette nouvelle société Attitude, filiale du groupe La Poste, installée à Buc. Son activité, la collecte auprès des entreprises, le tri et l'envoi du papier pour son recyclage. Marie-Hélène Yapichino, Rodolphe Blondel. Ouais, là, on voit très bien. Ici, vous avez le cœur de l'activité, Nouvelle Attitude. Donc, on va recevoir ici toute la collecte des facteurs qui vont nous emmener tout ce qui est papier de bureau. Vous recevez du papier de la Poste. C'est ça. Vous triez. C'est ça. Et après, il repart où? Chez des papetiers, pour du recyclage. Les camions arrivent et vous déchargez ici. Voilà, les camions arrivent, nous on décharge tous les chariots. Et ensuite, on va les emmener à la pesée. Donc ici, c'est notre poste de pesée. On a la balance qui se trouve là. On met les chariots dessus et ensuite, on va rentrer la provenance du papier. On les pèse et on les emmène au plateau de tri. Alors, Marc Seydoun, vous, votre rôle ici, c'est quoi? Alors, le rôle actuellement qu'on a, c'est de recevoir actuellement les cris couleurs. On sépare le blanc par exemple, des enveloppes craft comme ceci. On a des bacs de récupération pour ça, pour le carton également.
Et tout ce qu'on appelle gros mag, en fait, c'est tout ce qui est livres, mélange de carton, un peu de tout, en gros. De sacs papier, voilà. Et également le plastique qu'on recycle de l'autre côté, qui partira en chaîne ensuite dans une autre cellule. Donc maintenant, ce qu'on a trié a été compressé et se retrouve dans des balles que vous voyez à côté de moi. Et ça va aller direct chez le papetier. Il y a encore une marge de progression importante auprès des entreprises, justement, pour favoriser ce secteur? Oui, bien sûr, dans tous les secteurs, dans toutes les filières, puisque le recyclage, évidemment, est quelque chose de fondamental et d'important dans l'économie circulaire, quelle que soit la matière première. Merci Martin Tidrak d'être passé sur ce plateau à la veille de l'examen donc au Sénat de ce texte sur l'économie circulaire. Juste peut-être un petit clin d'œil pour nous expliquer le ruban que vous avez sur le revers de votre veste. Merci de me poser la question. Voilà. Il s'agit en fait du ruban d'or dans le cadre de Septembre d'or, qui est une action que l'on mène pour recueillir des dons pour l'Institut Gustave Roussy pour innover et favoriser la recherche du cancer pédiatrique, donc contre le cancer pédiatrique. Merci de m'avoir posé la question, vraiment. Et demain, vous aurez ce petit ruban lors de la séance au Sénat. Je l'aurai à l'ouverture de la session, absolument. Pour Merci ceux qui beaucoup. vont suivre la session pour voir la discussion, vous comprendrez la signification. Absolument. Merci beaucoup encore à vous d'être passé sur ce plateau. Nous évoquions l'économie circulaire, le recyclage. Eh bien, sachez que l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines propose justement à ses habitants des kits de compostage assortis d'un suivi personnalisé d'ici 2021. La communauté d'agglomération entend en effet réduire le volume des déchets de 1700 tonnes. Le 28 septembre, samedi, il y aura donc des distributions de composteurs individuels pour des formations aussi au centre technique basé sur Trappes. Nous y reviendrons. Politique, à nouveau avec le déplacement du Premier ministre dans les Yvelines. Édouard Philippe était à Toussus-le-Noble en fin de semaine dernière pour les journées parlementaires du groupe Modem. Une visite placée notamment sous le signe de la transition écologique. Aurélie Ronze, Margot Duroy était sur place. C'est ici à l'aérodrome de Toussus-le-Noble que se trouve l'avion Alpha Electro. Ce biplace à motorisation électrique est présenté aujourd'hui dans le cadre des journées parlementaires du groupe Modem. Le Premier ministre Édouard Philippe est également présent. Le président de mon groupe, Patrick Mignola, m'a demandé de réfléchir à valoriser deux initiatives, l'une sur la tranquillité publique et l'autre sur la manière dont on peut, sur les territoires, faire évoluer la transition écologique. Depuis quelques mois, l'aérodrome de Toussus a mis en place une expérimentation de réduction des nuisances sonores. Parallèlement, il accueille l'Alpha Electro, avion entièrement électrique doté d'une autonomie de 140 km et qui ne génère aucune émission de CO2. C'est une circonscription formidable, très, très intéressante du point de vue de l'aéronautique, on est à Toussus-le-Noble, du point de vue des ingénieurs, du point de vue de la recherche, du point de vue des grandes écoles. Et comme vous savez, j'ai été ministre de l'Éducation et de la Recherche, donc pour moi c'est très important. Pour les 46 députés présents, ces journées sont l'occasion de se pencher sur les sujets de l'automne. Il est également de tradition que le Premier ministre vienne rencontrer les parlementaires de la majorité. C'est bien qu'il soit fidèle à son rendez-vous. Et ça montre aussi l'intérêt d'avoir un pluralisme au sein de la majorité, le groupe de la République en marche, le groupe Modem, qui se complètent d'une certaine façon avec chacun leur histoire. Un déjeuner a clôturé ces 2 journées de travaux, déjeuner durant lequel le Premier ministre Édouard Philippe a souligné la bonne entente qui régnait au sein du groupe parlementaire Modem. Nous ouvrons à présent une large page consacrée aux journées du patrimoine. 12 millions de personnes y auraient participé en France selon le ministère de la Culture. Dans les Yvelines, des centaines de sites étaient ouverts, notamment la commanderie à Elancourt qui pour l'occasion proposait une Happy Manif, casque sur les oreilles. Les visiteurs sont devenus les héros de scènes de cinéma. Marilène Yapichino, Manon Varaldo. Partons pour une visite de la commanderie d'Elancourt un peu différente. Vous jouez le rôle de Jean-Pierre Bacry, qui s'appelle Nicolas dans le film. Munis d'un casque audio, les visiteurs doivent suivre la bande sonore pour devenir les héros de scènes de cinéma. Une déambulation chorégraphique inédite appelée Happy Manif. Un demi-tour. Pardon. Ça alors. Danser, raconter, mimer dans la commanderie, qui parle de l'histoire de la commanderie, mais qui fait le lien aussi au projet culturel de la commanderie. Happy Manif, Mission Fantaisie est une création de David Roland, un chorégraphe basé à Nantes. Une commande qu'il a créée spécialement pour la commanderie. Si vous n'avez pas traîné en chemin, nous sommes maintenant sur la pelouse devant le restaurant. Mime, danse, chant, une déambulation ludique et très joyeuse.
Écoute-moi. Les participants ont tout donné pendant 1 heure lors de cette Happy Manif. Moi j'adore me déplacer comme ça en dansant, le rythme me convient. C'est original, on va dire. Après, par rapport à ma personnalité, je ne sais pas si ça correspond exactement, mais il y avait de l'énergie dans le groupe, donc on se prend quand même au jeu. J'ai proposé que ce soit fait au boulot tous les matins pendant 10 minutes, tout simplement. Cette Happy Manif, organisée samedi à 15h à la commanderie d'Elancourt, a rassemblé une vingtaine de personnes. Autre lieu ouvert pendant ces journées du patrimoine, l'hôtel particulier, autre ambiance de Madame du Barry, maîtresse du roi Louis XV, aujourd'hui chambre de commerce. Le site conserve ses décors et ses œuvres remarquables, regardez. Elle n'en a été propriétaire que 3 ans, mais y a laissé son nom. Madame du Barry, la dernière favorite du roi Louis XV. Pour ces journées du patrimoine, le siège de la CCI Versailles-Yvelines dévoile ses secrets, historiques et curiosités, comme ce mangeur de spaghettis avec les doigts. Des curiosités du Grand Tour, c'était quand les gens allaient à Naples, ils étaient quand même assez surpris de voir ces gens manger des pâtes dans la rue. Et donc c'est ce que l'on peut voir, ce personnage de la Commedia dell'arte qui mange ses macaroni, comme on disait à l'époque, avec les doigts. Devenu bâtiment militaire sous la Révolution, le site est le siège de la Chambre de commerce depuis 1937, sous le regard des visiteurs, tableaux et boiseries d'époque. On connaît mal ce bâtiment et qu'effectivement on est un peu attiré par la façade et puis l'histoire qui se cache derrière ces murs. C'est surtout l'architecture de ces salles qui sont pratiquement d'origine, enfin je veux dire au niveau des plans, enfin, du tracé, et puis les boiseries qui sont superbes. C'est d'abord le jardin qui a excité ma curiosité parce que, habitant la maison d'à côté, j'ai une vue plongeante sur ce grand jardin. Le bâtiment, je connaissais déjà un petit peu la maison parce que j'ai assisté à des conférences qui s'y tiennent régulièrement. L'hôtel a connu une histoire mouvementée, une petite histoire au cœur de la grande, mise en parallèle pour l'occasion avec la nouvelle BD de Thierry Laudrin, présent ce jour-là pour une dédicace, où Versailles a bien sûr une grande place. Et pour terminer ce tour d'horizon des manifestations proposées pendant les journées du patrimoine, direction la vallée de Chevreuse, domaine de Saint-Paul, château de Dampierre ou encore des Ménules accueillaient les visiteurs. Mathilde Demy sur des images de Gwenaëlle Saint-Hilaire. C'est un retour dans le passé pour le château des Ménules qui propose une reconstitution lors du règne de Louis XV. Costumes, décorations, ateliers, jeux de rôle étaient prévus toute la journée pour accueillir les visiteurs. Animation axée cette année principalement sur les costumes multi-époques, donc du 15e siècle jusqu'au 18e. Un peu de l'Empire aussi. Le château des Ménules est réservé à l'année par des entreprises comme le domaine de Saint-Paul, qui depuis 2012 est un centre pour séminaires. En 1959, le domaine était alors un centre de recherche pour des ingénieurs et de l'expertise du bâtiment. On a mis en visite les 3 bâtiments emblématiques qui sont donc ce hall d'essai, qui était un hall d'essai, ce bâtiment A3, qui a été entièrement transformé en salle de séminaire. On a aussi un autre bâtiment qui était pareil, un hall d'essai, et bien sûr l'hôtel-restaurant. Direction le village du Tremblay-sur-Mauldre, qui a privilégié pour ce week-end une déambulation sur les pas du poète Blaise Cendrars. Une façon de visiter le village, mais aussi de parfaire ses connaissances littéraires. On est parti du cimetière où ces cendres ont été transférées en 1994. On est remonté jusque la mairie pour lire son article consacré au village pendant la guerre en 1939 et pour terminer devant sa maison, qui est un lieu privé mais où nous avons lu quelques textes qui évoquent la maison, l'intérieur et l'extérieur. Un week-end riche en histoire, littérature et culture lors de ces journées du patrimoine dans le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Des lieux fermés qui ont pu être découverts ou redécouverts par le public. On reste dans le domaine de la culture en ce lundi 23 septembre avec de nouveaux invités sur ce plateau. Alex Adargent, bonsoir. Vous êtes auteur et metteur en scène. Avec vous, Clémence Véronne, comédienne, et Émeric Poitvin, comédien. Et vous êtes de la troupe Spleen Théâtre. Parlez-moi un petit peu de cette troupe. Donc, c'est une compagnie qui est basée à Conflans, qui existe depuis 2014 et qui a vocation à s'interroger sur la citoyenneté à travers le théâtre. Donc là, nous en sommes à notre 5e création, Osiris. Et qui s'appelle donc Osiris. On va voir quelques images d'un teaser que vous avez réalisé justement. Il est question de religion, aussi d'exil, de migration. Racontez-nous un peu le pitch, l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'une jeune femme athée qui devient croyante pour donner un sens à sa vie. Et donc, on assiste à son parcours, donc depuis sa conversion jusqu'à sa radicalisation à la fin du spectacle.
J'ai demandé aux comédiens justement comment on se met dans la peau de ces personnages-là et dans des thèmes, on va détailler un petit peu plus ces thèmes qui sont finalement assez compliqués aussi à aborder. Est-ce que c'est une difficulté déjà en tant que comédienne et comédien ? C'est une difficulté quand on baigne absolument pas dans le domaine. Après, moi j'aborde beaucoup dans mes spectacles, parce que j'ai déjà monté des spectacles aussi, la mixité sociale. Et notamment, je vais beaucoup à la rencontre des gens, pour ma part en tout cas. Et donc, c'est à travers la découverte des gens qu'on apprend à devenir comme eux et à savoir ce que ça fait. En tant que comédien, pour vous, ces thèmes, est-ce qu'ils vous ont fait peur au tout début ? Alors, c'est pas vraiment peur le terme, parce que en l'occurrence, c'est un thème qui me plaisait énormément. C'est surtout pour ça que j'ai décidé de continuer du coup avec Alex. La difficulté, elle va surtout se situer justement dans comment rendre accessible ce spectacle, parce que sinon sur la manière de travailler, on est un peu, quand on a une manière de travailler en tant que comédien, on les applique de manière assez similaire, quand on a une sorte, c'est pas vraiment une méthode, mais plus ou moins, peu importe, disons, le texte, quoi. En tout cas, pour le rendre accessible, c'est une autre difficulté. La pièce s'appelle Osiris. Les premières représentations 11, 12 et 13 octobre au Théâtre Blanche de Castille sur Poissy, mais il y a d'autres représentations, Carrière sous Poissy aussi, et puis à Paris également, il y a le site internet qui s'est affiché. Alors, il y a d'autres changements dans les dates ? Non, Carrière sous Poissy, en fait, c'est là où nous avons répété. Oui. Donc, on n'a pas de représentation prévue là-bas pour l'instant. Et sur Paris, on espère en 2020, mais pour l'instant, il n'y a rien. Vous cherchez encore. Voilà. Est-ce que c'est le thème qui a fait peur alors peut-être ? Justement, le religieux qui devient politique. Comment vous avez décidé d'aborder ce thème-là et comment vous avez travaillé pour aborder ce thème ? À travers l'angle de la mythologie tout d'abord, puisque du coup le dieu que se choisit Dalila, donc le personnage qui se radicalise, c'est le dieu Osiris, un dieu de la mythologie égyptienne. Et donc en fait je pense que ce décalage permet justement d'aborder plus facilement l'angle de la radicalisation sans tomber dans quelque chose de trop calqué sur la réalité. Le théâtre pour vous doit être citoyen, engagé, humaniste, il doit faire réfléchir, c'est pas uniquement un divertissement ? Non, ça peut être et l'un et l'autre, je pense. Je pense qu'on a tout gagné quand on sort d'une représentation en se disant qu'on a passé un bon moment et qu'en plus, voilà, ça va nous faire réfléchir sur certains thèmes. Je vous vois acquiescer, vous êtes d'accord avec cette conception-là, justement ? Il faut apporter autre chose aussi au spectateur, le faire réfléchir ? Moi, je suis plus, ce parti-là du théâtre pour faire réfléchir que le théâtre du divertissement. Il n'y a pas de censure aujourd'hui dans l'art, justement. On voit que tous les thèmes sont compliqués à aborder et déclenchent souvent des polémiques, justement. Moi, je pense que le spectacle d'Osiris a été difficile et sera difficile à vendre pour son thème, justement. Et c'est ça qui est beau. Oui, parce que même à l'intérieur de la troupe, il peut y avoir parfois justement des moments où on se dit on écrit ça, est-ce qu'on est tous d'accord ? Enfin, c'est pas justement par essence, c'est un sujet qui peut amener à polémique ou autre. Et donc forcément, il y a des sensibilités qui sont différentes et ça amène justement des questionnements même à l'intérieur de la troupe. Et c'est normal, c'est sain d'avoir ces questionnements-là, sinon ça serait étonnant si c'était pas le cas. Donc on espère en tout cas qu'il y aura justement, que ça fasse écho et qu'il y ait discussion. L'objectif, c'est vraiment qu'il y ait discussion. C'est pas juste on fait une pièce et puis c'est tout. Ça serait des discussions qui sont proposées aussi au public en amont, d'un accompagnement, on va dire en quelque sorte. Alors après la représentation, il y aura des bords de plateau qui sont proposés avec les spectateurs et puis on essaye aussi d'animer des ateliers en fonction des possibilités, soit en amont des représentations, soit en aval. Donc là, ce sera pas forcément le cas à Poissy, mais c'est des choses qui vont peut-être se mettre en place par la suite en partenariat avec des lycées ou des structures d'accompagnement de personnes immigrées, pourquoi pas. Enfin, voilà, c'est des pistes qui sont... Je reviens sur ce qui a été dit juste avant, sur votre écriture aussi. Est-ce que ça a joué le fait qu'il puisse y avoir des discussions au sein de la troupe ? Est-ce que vous avez modifié des choses ? Est-ce que les comédiens ont apporté des choses aussi ? Vous aviez votre vision déjà ? Sur ce spectacle, pas tant que ça. Ça peut être le cas sur des spectacles précédents, mais là, le texte a vraiment été écrit au départ et au contraire, je tenais à ce qu'il soit le plus fidèle possible à l'écriture originale. Donc Osiris, première représentation 11, 12 et 13 octobre, Théâtre Blanche de Castille à Poissy. Une fois de plus, je renvoie vers le site internet si vous vouliez en savoir plus. Et puis aussi vous joindre, accueillir si vous êtes des élus dans vos communes, les différentes représentations, voire des écoles aussi. Est-ce qu'il y a d'autres activités que vous développez aussi ? Vous disiez c'est la 5e pièce, cette troupe et de compagnie est toute jeune. Pour conclure, quelques mots sur la compagnie et le travail que vous menez ? Oui, donc on travaille aussi beaucoup avec les bibliothèques, on développe beaucoup de lectures. Là, dernièrement, on a fait les journées du patrimoine aussi, où on a pu faire une visite théâtralisée. Donc disons qu'on a un travail qui se développe de plus en plus, au-delà des formes de spectacle.
Donc la lecture, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que ça permet de travailler sur un thème de manière beaucoup plus condensée. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on va encore développer par la suite. Et les ateliers, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va arriver et se développer dans les prochains mois. Comme le théâtre forum, par exemple, dans des collèges ou des lycées défavorisés, ce serait très intéressant. Merci à tous les trois d'être venus nous présenter Osiris, votre nouvelle création, Spleen Théâtre. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur cette pièce et cette troupe. Merci à vous. Merci à vous. Dans un instant, le journal des sports avec Grégory Canalet. Pour l'instant, juste un dernier chiffre, 1150. 1150, c'est le nombre de bénévoles des Restos du Cœur dans les Yvelines. Pourquoi ne pas les rejoindre? L'association lance un appel en ce début d'automne. Certaines zones autour de Guyancourt, de Rambouillet, de Houdan ne sont pas encore desservies. Les restos qui en appellent aussi à la générosité de toutes et tous. L'an dernier, 1,8 millions de repas ont été distribués dans le département lors de la campagne d'hiver. Nouveau point sur l'information locale demain, 18h en direct. Replay à consulter sur notre site internet et notre application mobile. Bonne soirée.